bonjour tout le monde. Laissez-moi d'abord vous remercier pour votre présence à cette deuxième édition des Midi-conférences, à cette troisième édition des Midi-conférences scientifiques. Je serai votre hôte pour cette heure de lunch. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis André Tartre, je suis hygiéniste du travail. Je suis membre du conseil d'administration de l'AQHSST. Donc, l'idée de présenter des Midi-conférences s'est imposée à la suite du report du congrès annuel de l'AQHSST en mai 2020 et puis en mai 2021, en annulant du même coup les conférences scientifiques qui y sont présentées. Une tribune permettant de présenter les projets de recherche, les études de cas, les démarches scientifiques était donc un besoin pour les différents chercheurs et étudiants-chercheurs. Le but de cette série de conférences est donc de soutenir la communication scientifique auprès des pairs et du grand public. Nous sommes fiers de vous proposer un programme de conférences traitant des différents thèmes qui seront, nous en sommes convaincus, appréciés de tous. Avant de débuter la conférence d'aujourd'hui, pour les participants qui souhaitent faire un commentaire pendant la présentation ou qui souhaiteraient poser une question, je vous invite à le faire en utilisant la fonction « questions-réponses ». Donc, ce qui est écrit en anglais en bas de votre écran, Q&A. Les questions seront répondues à la fin de la conférence. L'AQHSST enregistrera la conférence afin de pouvoir la rediffuser. Ainsi, vous pourrez la visionner sur YouTube. Vous pouvez rechercher le lien directement sur la page de l'association sur le web aqhsst.qc.ca après la présentation. Donc, là-dessus, je laisse la parole à M. Daniel Drolet, qui va vous expliquer son application concernant le risque au niveau des gaz inertes. Daniel. Donc, je vais vous présenter le résultat d'un travail qui a été fait, qui a été pensé depuis 2 ans, mais l'essentiel du travail a été fait durant la première phase de la pandémie avec mes collaborateurs italiens, Elena Stefana et Filippo Marciano, qui sont du nord de l'Italie, dans la région de la Lombardie. Donc, on était dans la première phase de la pandémie. Ça a été extrêmement difficile pour eux. Je tiens à saluer leur courage. Donc, je vais vous présenter l'outil que l'on a développé à partir de notre travail. Donc, voilà, prochaine diapo, introduction. Donc, ODH Mode, un peu en référence à IH Mode, c'est un outil qu'on veut disponible pour les intervenants en santé au travail. Et l'idée, ça a été de définir à partir de la modélisation qu'on appelle NFFF, Near Field, Far Field, une modélisation du profil temporel de l'oxygène dans un environnement professionnel où il y a des rejets ou des fuites de gaz inertes. Donc, on sait très bien que ces environnements-là peuvent être extrêmement dangereux. On a décidé de travailler sur la modélisation et de l'insérer dans un outil qu'on a appelé ODH Mode, ODH pour Oxygen Deficiency Hazard. Et on a intégré le tout dans Microsoft Excel. Mais comment on s'est rencontrés, les partenaires italiens et mon partenaire Tom Armstrong et moi? Ben, en fait, on vient de 3 régions. La Lombardie, Tom Armstrong vient du New Jersey, c'est le petit drapeau du New Jersey et moi du Québec. Et on s'est tout simplement croisés sur le réseau social ResearchGate où on a vu, Tom a vu les travaux de Elena, est entré en contact avec elle et on s'est fait une première réunion Zoom. Il y a peut-être de ça, Zoom ou Skype dans le temps, il y a 2 ans de ça, et on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble, qu'on pouvait s'aider mutuellement pour faire quelque chose d'intéressant. Donc, j'aimerais vous présenter un peu l'Université de Brescia. J'ai une petite vidéo, je crois que le son ne passera pas, mais un petit 40 secondes juste pour vous montrer où sont nos partenaires italiens.
Donc, vous aurez compris que c'est un peu exotique pour nous, Québécois. Maintenant, je vais laisser pour les 2 prochaines diapos la parole à l'autre personne et je vais la présenter, je vais tenter de la présenter en italien. Donc, voilà. Vorrei presentarvi la mia cara collaboratrice Elena Stefana dell'Università degli Studi di Brescia. It's your turn, Elena. Bonjour, je suis Elena. Merci pour votre intérêt. Sorry, but these are the only 2 sentences that I know in French. Daniel asked me to attend this conference, and for me, it's a real pleasure. I want to present my university, and in particular, here we have my department. University of Brescia collects several departments, and my department is called Dipartimento di Ingegneria Meccanica Industriale, Department of Mechanical and Industrial Engineering. This department collects several research areas, such as the area of economics, management, production, and social systems. That is my specific area. Besides this one, we have an area of technologies and materials, such as the metallurgy researches, the area of design and measurement, like automotive systems and thermal and mechanical systems and measurements. And finally, we have an area of energy systems and technologies. Okay, thank you. This is my research group. The group is called Industrial Systems Engineering. We are 5 persons. Me, Filippo, that helps us and is a co-author of this work, like me, Daniel, and Tom. And with Filippo, I've been dealing with oxygen deficiency for several years. In addition to this topic, we study also other topics, such as the assessment and analysis of industrial systems and processes from ergonomics, safety, environmental, energy, and sustainability point of view. We study the potential of Industry 4.0 for safety and ergonomics, and some of us deal with the integrated information systems to improve productivity. Thank you very much. Merci, and good listening. Merci beaucoup, Elena. Donc voilà, on va vous parler évidemment de déficience en oxygène. Peut-être un petit mot dans un premier temps sur la déficience elle-même. On sait que c'est des situations rares, rares, c'est-à-dire ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est relatif, c'est assez grave. Il y a au final assez d'accidents qui sont liés à la déficience en oxygène. Très souvent, c'est mortel. On retrouve ça surtout en espace clos, lors des opérations de purge ou de gaz inerte. Ça peut résulter d'erreurs humaines d'interconnexion. On trouve des situations à risque dans les laboratoires, bien entendu, où on utilise des gaz ou des liquides sous pression ou dans des pièces à atmosphère contrôlée. Et il faut savoir que ce n'est pas juste les travailleurs qui sont à risque, c'est également les secouristes. Et je vous montre ici la page 1 de la revue de Synergist en février 2013, où on parle de la statistique 60%, qui expliquait, et on expliquait dans l'article que 60% des accidents mortels aux États-Unis qui avaient eu lieu avant 2013 n'étaient pas le fait de travailleurs, mais de secouristes qui tombaient dans la chaîne de mort causée par le sentiment d'aller aider quelqu'un qui a été asphyxié. Donc, c'est vraiment une situation extrêmement dangereuse. Et on peut retrouver ça, comme je vous l'ai dit, dans des laboratoires où on peut utiliser des gaz,
dans des espaces plus ou moins confinés. Dans certains secteurs comme l'alimentation, ici, Elena m'a fourni une photo d'un endroit où on fait vieillir le vin. Donc, ces cuves-là doivent être, je présume, nettoyées et peuvent être la source de tels accidents. Peut-être un petit rappel sur la notion de gaz inerte. Un gaz inerte, par défaut, c'est un gaz qui participe à aucune réaction chimique ou à peu de réactions chimiques dans des conditions données, dans les conditions normales de pression et de température. Généralement, ils sont sans odeur et sans couleur, donc ils ne génèrent pas un niveau qui permette d'alerter les travailleurs de la situation dangereuse, et ils agissent en déplaçant l'oxygène de l'air, créant ainsi une sorte d'effet de noyade. Si j'ai le temps à la fin de la conférence, je vous montrerai une petite vidéo pour vous montrer cet effet-là. Les gaz inertes, à tout le moins au Québec, sont réglementés par le RSST. Ils n'ont pas de valeur d'exposition moyenne pondérée propre, mais seulement qu'une mention disant que ce sont des gaz asphyxiants, et on reporte plutôt la prévention par une valeur plancher qui est exprimée pour la CNESST et pour OSHA en pourcentage d'oxygène, alors que l'ACGIH, depuis une quinzaine d'années, propose une valeur plancher exprimée en pression partielle. Donc, voici le genre de gaz inerte qu'on peut avoir. Évidemment, il y a aussi l'azote. Il y a aussi peut-être le cas des de gaz spéciaux qui ne sont pas à proprement parler de gaz inertes, notamment le CO2 ou certains gaz qui ont des hautes densités de vapeur, comme l'hexafluorure de soufre ou certains fréons qui peuvent causer des accidents de déficience d'oxygène. J'y reviendrai peut-être un peu plus loin. Un petit mot juste pour vous rappeler la nuance entre le pourcentage d'oxygène et la pression partielle d'oxygène. Vous voyez ici un petit graphique où on vous montre la pression partielle d'oxygène en fonction de l'altitude. Donc, si on va à Salt Lake City, une ville qui est à 1280 mètres, la pression normale d'air est à 670. À La Paz, on est rendu plus haut. On est rendu à 3640, on est à 490. Au sommet du Mont-Blanc, la pression atmosphérique est autour de 410. Et au sommet du Mont-Everest, on est à 236. Et ici, on voit un peu la fraction de pourcentage par rapport au niveau du sol. Donc, dans les faits, au sommet du Mont-Everest, il y a 31% d'oxygène disponible, mais le pourcentage d'oxygène est le même. C'est la pression qui descend. Donc, la pression partielle, d'une certaine façon, est un meilleur indicateur de l'oxygène réellement disponible, et c'est pour ça que la CGIH a notamment changé son fusil d'épaule pour avoir une valeur en pression partielle, notamment parce que au niveau physiologique, le principe de l'acheminement de l'oxygène de l'extérieur vers les tissus repose sur la différence de pression partielle entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, si on commence avec une pression partielle qui est moins grande, le principe de diffusion va moins se produire. Donc, parlons du modèle mathématique. Donc, allons dans l'expertise d'Hélène. Avant, 2 ou 3 petites slides sur le principe de la modélisation. Donc, modéliser, c'est calculer quelque chose à l'aide d'une équation ou d'un ensemble d'équations qui décrivent mathématiquement un résultat basé sur des variables prédictives. Donc, on essaie de prédire le comportement d'un système en fonction de variables. Donc, par exemple, en hygiène du travail,
un modèle qu'on connaît bien, c'est ce qu'on appelle le modèle Near Field et Far Field, c'est-à-dire que, présumons une pièce quelconque dans laquelle il y a une exposition à un contaminant chimique, ben, on pourra conceptuellement définir une zone rapprochée et une zone éloignée et tenter de prédire dans ces deux zones la concentration du contaminant et, dans notre cas, le suivi de l'oxygène en fonction d'une éventuelle fuite d'un gaz inerte. Donc, l'idée, c'est de prédire. Donc, c'est quoi l'avantage de la modélisation? Bien, c'est utile quand on n'a pas d'instrument de mesure et que les données ne sont pas disponibles. Ça a un faible coût, ça nous donne des résultats intermédiaires, ça enrichit, puis ça ajoute de l'information pour qu'un hygiéniste du travail puisse exercer un meilleur jugement et améliorer son jugement, parce qu'au final, la job de l'hygiéniste du travail, c'est de poser un jugement du risque et l'expliquer aux gestionnaires de risque. Donc, évidemment, on peut faire de la modélisation pour construire une exposition et ça peut être dans un but rétrospectif ou ça peut être dans un but prospectif. Et dans un but prospectif, ça peut nous permettre de prioriser les efforts de surveillance de l'exposition. Si on fait de la modélisation et qu'on trouve que les résultats sont vraiment très, très bas, bien, on peut passer au problème suivant, tout simplement. Donc, voilà, c'est un peu les limites de la modélisation. Bien, il faut, que l'utilisateur comprenne le modèle, qui s'implique dans le modèle. Et il faut se dire aussi que souvent, la plupart des modèles sont surprotecteurs de peur de causer des problèmes. Donc, voilà. Mais il reste que quand on utilise un modèle, il y a un concept qu'on dit en anglais « garbage in, garbage out ». Donc, si on entre des valeurs dans un modèle parfait, on va avoir des résultats qui ne seront pas bons. Et si on entre de parfaites données dans un modèle qui est imparfait, on va avoir le même résultat. Donc, il faut effectivement à la fois valider les modèles, il n'y en a pas de parfait, et aussi tenter d'avoir les meilleures variables à entrer dans le modèle. Mais ces modèles-là, en hygiène du travail, sont de plus en plus utilisés. Aux États-Unis, par exemple, l'utilisation de modèles pour la reconstruction d'expositions est même acceptée en cours quand il y a des litiges sur des expositions passées. Et ça a été reconnu dans les cours de justice. Je passe cette information-là. Évidemment, dans le domaine social, la modélisation sert maintenant à bien des choses. Quand j'ai commencé à en faire autour de 2006, les gens n'étaient pas trop chauds à l'idée, mais maintenant, on le voit dans le domaine des changements climatiques. Ça, c'est un graphique du GIEC qui tend à voir comment la température peut se comporter en fonction de différents scénarios. Les modèles climatologiques sont utilisés aussi pour la prédiction de la trajectoire des ouragans et évidemment, tout récemment, les modèles ont été très utilisés pour pouvoir décider des actions à prendre dans le contexte de la pandémie. Je vous ferai remarquer que certains modèles, non seulement on essaie de mesurer, mais vous voyez qu'autour de la valeur modélisée, on a aussi une sorte d'incertitude. Donc, parfois, les modèles intègrent l'incertitude d'entrée. Donc, parlons plus spécifiquement maintenant du modèle IHMOD. Ce modèle a été publié il y a quelques années dans une première forme, mais dans une deuxième forme, il a été republié avec l'ajout de l'outil ODHMOD même. Donc, Elena, qui a été notre leader, a pris en charge la rédaction de cet article-là qui a été publié en décembre dernier.
Et laissez-moi vous parler du logo de IHMOD. Donc, vous voyez un peu le haut de OD. Donc, c'est simplement un petit rappel pour se dire que l'oxygène est diatomique, que la déplétion d'oxygène se produit dans des espaces confinés, caractérisés par des volumes restreints, puis les volumes à l'intérieur et à l'extérieur de la lettre O représentent le near field et le far field et les échanges d'air. Donc, le modèle mathématique, c'est une série d'équations assez compliquées qui ont été plantées dans une feuille cachée d'Excel. Et finalement, c'est un bilan de masse qui tient compte de plusieurs variables, notamment la ventilation mécanique, la ventilation naturelle, le concept de la zone rapprochée, donc avec une géométrie donnée, et le concept d'une zone éloignée. L'utilisateur définit les paramètres des deux zones. Et évidemment, ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est d'essayer d'estimer le taux de fuite ou de génération du gaz inerte en tant que tel. Donc, je vous présente une des petites équations qu'il y a dans le fichier Excel. Je vous fais grâce de la lecture de tout ça. Juste vous montrer la série de variables. Il y a les conditions initiales, les conditions extérieures, et il y a les autres paramètres, les volumes, les dimensions, les vitesses d'air à l'échange des deux zones, une constante de temps. Je vais vous le montrer quand je ferai la démonstration, les débits d'écoulement, etc. Donc, il y a plusieurs paramètres en jeu dans le modèle mathématique. Il y a également certaines prémisses. Donc, par exemple, on pose comme hypothèse que l'air est bien mélangé dans chacune des zones, que les rejets sont faits dans le near field, que le flux de ventilation est fait dans le far field, que tout ça suit la loi des gaz parfaits et qu'il y a une ventilation naturelle pour l'équilibre des pressions entre le near field et le far field et l'extérieur aussi qui peut arriver. Donc, au final, ce qu'on va mesurer, c'est les concentrations en oxygène. Pardon, je dis mesure, mais c'est pas de la mesure, c'est de la modélisation. Donc, c'est de l'estimation. Donc, on va estimer l'oxygène dans le near field, dans le far field, et on va aussi l'exprimer en pression partielle parce que des personnes qui suivent ou qui veulent se référencer à leur CGIH vont pouvoir comparer la valeur à la recommandation de leur CGIH. Donc, je vous présente maintenant ODHMOD directement. Donc, c'est un fichier Excel. Certains sont allergiques au fichier Excel. Jusqu'à preuve du contraire, faire des choses extrêmement complexes dans des applications web ou dans des applications Android ou iOS, ça demeure extrêmement difficile. Donc, on va commencer avec Excel. On verra si un jour on peut aller plus loin. Donc, l'objectif, c'est de soutenir les hygiénistes du travail pour le risque ODH. On propose encore une fois, de la même façon qu'avec IHMOD, une interface multilingue en calculant le pourcentage et la pression partielle. L'idée, c'est d'obtenir des réponses rapidement sur la dangerosité ou la criticité des atmosphères dans le contexte d'une ODH. Donc, voilà. Voici, au final, tout ce qui nous intéresse, c'est une courbe de cette nature. Donc, où on voit qu'à partir du temps zéro, à partir d'une fuite donnée, on voit la pression sur l'axe Y à droite, c'est l'axe en pression partielle. À gauche, c'est en pourcentage pour la pression donnée. Donc, voilà.
Et évidemment, l'idée, c'est, une fois qu'on a le graphique puis qu'on a les variables côte à côte, bien, on peut changer les variables et voir instantanément comment le graphique va se comporter. Donc, on peut donc faire des scénarios que je nomme « what if ». Et si on changeait la pression? Et si on changeait la température? Et si on changeait le débit de la fuite? Et si on changeait le débit de ventilation? Donc, avant de vous montrer l'outil, je veux juste vous expliquer l'architecture du classeur Excel. Donc, on entre dans le fichier et on est accueilli par une mise en garde qui nous dit ben, ça va être votre responsabilité d'entrer les bonnes données. De là, on s'en va vers une feuille d'introduction qui nous explique succinctement le modèle. Et de là, on peut entrer directement dans la feuille principale de calcul où on peut entrer les variables et voir les résultats, qui est ODHMod en tant que tel. Gravite autour de cette feuille-là une feuille d'aide, une feuille avec des références, de même qu'une feuille spécifique où on présente diverses valeurs de référence liées à l'oxygène, bien entendu, et gravite aussi autour de la feuille principale, des feuilles cachées dans lesquelles on a des données où sont calculées les formules, et on a une feuille assez particulière qu'on a appelée calque, qui est un tableau de 1000 lignes qui sert à construire le graphique que vous avez vu précédemment. Et on a intégré à même la feuille ODHMod une liste déroulante où il y a des exemples préchargés. Donc, je vais vous le montrer un peu plus loin. Et évidemment, il y a d'autres feuilles un peu d'ordre administratif, une feuille pour la gestion de la traduction et de multiples feuilles cachées et Visual Basic pour... donc, essayons de faire un petit tour guidé du fichier. Donc, je vais lâcher le PowerPoint. Donc, voici comment nous sommes accueillis dans ODHMod. Donc, vous voyez, c'est un fichier Excel. La page de la mise en garde est en anglais et elle est en anglais seulement pour des raisons légales. C'est-à-dire que c'est l'anglais qui... c'est la formulation légale, pardon, la formulation anglaise de ce texte qui prévaudra si jamais il y a un problème. Mais vous comprendrez que cet outil-là est gratuit, donc c'est à vos risques et périls. Donc, ce n'est qu'en cliquant sur la flèche bleue qu'on accède à la feuille d'introduction. Donc, et dans cette feuille-là, c'est là qu'on nous explique qu'est-ce qu'ODH, et c'est ici qu'on peut tout de suite choisir la langue. Donc, pour l'instant, nous avons différentes langues. J'ai vu qu'une des participantes, Elam, est présente ce midi. Donc, elle nous a fait le plaisir de traduire en persan ODHMod. Donc, vous voyez que tous les textes deviennent, ou à peu près deviennent en perse. Et évidemment, on a l'anglais, on a l'italien, puisque Elena est italienne, on a l'espagnol et on a le chinois. Il y a d'autres langues qui s'en viennent pour l'instant, je vais nous mettre en français. Donc, pour entrer dans l'outil, voilà, donc c'est l'outil en tant que tel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes sections. Donc, la première section, c'est la définition des conditions initiales. Incidemment, j'ai oublié de le dire, seules les cellules sur fond vert sont modifiables. Tout le reste est barré. Donc, ça évite de scraper les formules. Et on essaie d'avoir le moins de texte possible. Donc, dans les conditions initiales, on peut entrer la pression, on peut choisir les températures dans le near field, le far field extérieur, la composition de l'air à l'extérieur. Et j'ai ajouté aussi
surtout pour nos amis américains, un convertisseur d'unité, c'est-à-dire qu'on peut décider de transformer des pieds cubes par minute en mètres cubes par seconde, parce que c'est l'unité qui nous est demandée à ce niveau-ci. Donc, voilà. Le graphique, le résultat est à droite. On peut afficher ou le pourcentage d'oxygène ou la pression partielle. Et on a quelque chose d'un peu spécial qui est la constante de temps qu'on appelle le delta T. Il faut que je vous explique. Le graphique est lié à une table de 1000 lignes et chacune des lignes représente un incrément de la constante de temps. Donc, si on met 1 seconde, ça veut dire que les données vont se calculer sur 1000 secondes. Les fuites peuvent arriver très rapidement. Ici, on voit qu'on part de 21% pour descendre à quelque chose de peut-être 17%. Donc, la deuxième section ici, c'est les volumes. Donc, le volume en fait, il faut déterminer le volume total de la pièce. Et ici, on va vous demander quelle est la géométrie du near field. Est-ce que c'est une sphère, un cube ou un cylindre? Et dépendant du choix, on pourra avoir, par exemple, le choix d'avoir une demi-sphère. Et si c'est une sphère, on va vous demander comme paramètre le rayon, ce qui va nous permettre de calculer le d'une near field et le volume far field. Et on a besoin aussi comme paramètre de la vélocité, d'une estimation de la vélocité de l'air entre les deux ondes. Et dans la section en bas, c'est ici qu'on peut rentrer les débits d'émission ou de fuite de gaz inerte avec les pourcentages d'émission et à quel moment ça commence et à quel moment ça finit. Au final aussi, on peut entrer ici quel pourrait être un niveau d'alerte qu'on choisirait pour le pourcentage d'oxygène ou exprimé en pression partielle. Et de là, dépendant du scénario, l'application va nous calculer combien de temps, compte tenu de l'ensemble de ce qu'il y a là, ça va prendre pour atteindre ce niveau d'alerte. Donc, vous voyez, et évidemment, dans ce cas-ci, dans le far field, 137 mm dans le far field, on a un plateau et on n'atteint jamais 137 mm, donc il n'y a pas de résultat. Et évidemment, on peut changer la valeur dans les cellules vertes. Si je mets 0,2 secondes, ce que vous allez voir, c'est le début de la programmation et je pourrais changer la valeur pour mettre une émission de gaz inerte 20 fois plus grande et voici ce qu'on aurait, etc. Et je pourrais faire arrêter la modélisation, l'émission du premier gaz au bout de 30 secondes, par exemple. Et voici ce que ça donnerait comme suivi de concentration ou de pression partielle dans le near field et dans le far field. Je vous disais qu'on peut aller voir les valeurs de référence. Donc, ici, on a, en fait, c'est plus des indications sur les symptômes en fonction des zones de pression partielle ou de concentration d'oxygène par volume et les actions qu'il y a à prendre en fonction de la chose. Je reviens et il y a une petite section d'aide qui nous montre un peu, en fait, qui est une capture d'écran et on peut cliquer sur un des éléments qui va nous expliquer qu'est-ce que ça fait telle chose. Donc, si je reviens ici, et la dernière chose, là, je me rends compte que je n'aurai pas le temps de finir. Et ici, ce sont les exemples préchargés
Donc, je pourrais choisir émissions de gaz inerte non purs. Donc, il y a déjà des valeurs dans le scénario qui est chargé. Donc, voici le scénario. Si je veux en savoir plus sur le scénario en tant que tel, je clique sur le petit objet ici et on nous détaille les données du scénario. Et évidemment, ce scénario-là pourrait être changé en changeant les paramètres dans le... donc, je vais laisser pour la démonstration, parce que je vais manquer de temps. On revient en PowerPoint et on continue. Donc, ben voilà, je vais passer rapidement sur les prochaines diapos. C'est un peu ce que je vous ai montré. C'est la présentation PowerPoint a aussi été envoyée à la QHSST, donc elle pourra vraisemblablement être disponible. Donc, vous voyez ce que je viens d'expliquer. Qu'en cliquant sur le petit objet ici, on peut avoir une description des scénarios. Et c'est un exemple des scénarios. Il n'est pas impossible que dans le futur, on ait des scénarios, plus de scénarios qui comptent se rapprocher. Donc, l'idée, si je donnais l'exemple d'une saisie avec une fuite de 100 litres par seconde, c'est très rapide, en se définissant certaines valeurs limites. Et voici le temps que ça prend pour obtenir la chose. Donc, on voit les résultats et à quoi ça peut bien correspondre. Bien là, on est clairement dans une zone rouge, dans la zone dangereuse. Donc, c'est l'exemple, un des exemples qu'on peut faire. Je pourrais en parler pendant... Donc, il reste 15 minutes en tout. Je vais prendre 3 minutes pour terminer. Donc, un petit mot sur la diffusion. Donc, ODH Mode dans la dernière est téléchargeable à partir du site web de l'AIHA. Donc, c'est un peu touffu, le site web de l'AIHA. Il faut aller sur le site de l'AIHA, sélectionner AIHA Université et ensuite la sous-section IH Apps and Tools. Et je rappelle, c'est un outil multilingue avec plusieurs langues. Je pense que je vais aller sur le site, au moins pour vous montrer. Et encore, même sur le site de l'AIHA, donc on est sur la page, mais il faut vraiment creuser pour le trouver. Il faut aller dans le Step 4 et ODH Mode se trouve ici. Et c'est à partir d'ici qu'on peut télécharger le fichier. On peut même télécharger le fichier PowerPoint qu'on a présenté aux autorités de l'AIHA la première fois qu'on a présenté le tout. Donc, je reviens à ma diapo. Et en conclusion, on est bien conscient, Tom, Filippo, Elena et moi, que c'est un outil qui est assez niché, qui risque de servir à un nombre limité d'hygiénistes du travail, mais ceux qui vont l'utiliser, ça va être important pour eux dans la prise de décision lors de situations ODH. Ça demeure un outil gratuit qui peut être utilisé par tous les utilisateurs d'Excel, ce qui assure une diffusion internationale. Déjà, on a eu du feedback de personnes de plusieurs pays. Encore une fois, un soin a été apporté à l'interface utilisateur qui ressemble beaucoup à l'interface d'autres outils qui sont disponibles sur le site de l'AIHA. Donc, les utilisateurs vont s'y retrouver. Et l'outil est fait en sorte qu'il soit aussi pédagogique qu'il soit calculateur. Et peut-être une remarque un peu spéciale en conclusion,
c'est un travail qui résulte d'une rencontre vraiment fortuite entre des personnes. On ne se connaissait pas et on ne s'est jamais rencontrés. Tout a été fait en télétravail. Donc, un jour, on espère bien pouvoir se rencontrer. Et évidemment, c'est le fruit d'une synergie parce qu'on sait tous que chacun de nous quatre, on n'aurait pas pu faire cet outil-là seul. C'est vraiment l'expertise de chacun qui a mené à ça. Développement futur, on espère ajouter d'autres modèles dans l'outil, notamment le Well Mixed Room. C'est un outil qui se veut universaliste, donc je tiens vraiment, en tout cas, c'est mon dada, à ce que d'autres langues soient ajoutées. C'est relativement simple à ajouter. On aimerait bien un jour, mais ça va demander énormément de travail, introduire la simulation Monte-Carlo avec ces modèles pour justement y incorporer les analyses d'incertitude et de sensibilité. Donc voilà, Elena et moi sommes prêts à répondre à vos questions. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Oui. Donc, écoute, merci infiniment pour la présentation. Moi, j'aurais une question. Oui. Tu parles d'un champ proche puis d'un champ lointain. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour donner un estimé de la dimension du champ proche? Là, on parle de la diffusion d'un gaz. Ça se fait en le temps de quelques secondes sur plusieurs mètres. Comment est-ce qu'on définit le champ proche puis comment est-ce qu'on définit le champ lointain? OK. Je vais répondre, puis je vais aussi traduire la question pour Elena. Oui. Qui va faire sa réponse. On va voir si nos deux réponses sont similaires. Bon. First, I will answer Elena, okay? The question is how we define the size and the geometry of a near field. So, my answer is, donc, traditionnellement, dans ce qu'on appelle le modèle two-zone, ça a été fait bien sûr, en amont du travail sur le ODH. Ça fait 25 ans à peu près. C'est Mark Nickus, justement, qui a implanté ce modèle-là, si mon souvenir est exact. Et l'idée, c'est de faire une hypothèse d'un volume. Par exemple, imaginons un cordonnier dans un atelier. Il travaille sur son établi. Il prend un pot de colle, puis il passe 3 pots de colle par semaine et on veut connaître la concentration de toluène dans le near field. Comment établir l'hypothèse du near field? Bien, ce serait peut-être la zone respiratoire telle qu'on l'a définie au Québec. Donc, c'est conceptualisé par celui qui décide, par l'hygiéniste du travail. Donc, par exemple, prenons le cas de c'est parce que ça me tente excessivement de répliquer un petit peu. Là, oui. Tu me parles d'une vapeur au lieu d'un gaz. Oui, mais... Une vapeur diffuse dans l'air de façon complètement différente. Tandis qu'un gaz, là, c'est écœurant. La vapeur, c'est un gaz. Quelqu'un travaille dans un laboratoire, il y a un cylindre, et pour une raison ou pour une autre, le capuchon pète. Oui. OK? Et le laboratoire... C'est des demandes qu'on reçoit en passant. Pardon? C'est des demandes qu'on reçoit de l'industrie alimentaire, pharmaceutique ou autre. Absolument. Ouais. Donc, what if? Ouais, exactement. Si le tuyau lâche, qu'est-ce qui arrive? Exactement. Si le tuyau lâche, puis qu'un travailleur est proche du tuyau, OK, le gaz va diffuser très rapidement, on en convient. OK, mais la zone rapprochée va être, dans un premier temps, plus influencée que la zone éloignée. Et non, c'est sûr. Et comment tu définis la dimension des ondes? C'est celui qui fait l'hypothèse. Okay. Donc, c'est toi qui vas le définir. À la limite, tu pourras définir que la zone rapprochée, c'est la zone totale ou presque.
Okay. Mais l'idée, c'est si tu veux savoir si le travailleur est situé tout près de la source, puis que tu veux avoir le pattern du suivi de la concentration près de la source, plutôt que dans I'm just curious, Elena. Yeah. How can we define the dimension of the near field and the far field? It's a choice of the user because depends on. We have the same answer. How the user define the dimension then? Yes, the interesting point is the variation of the dimension of the near field geometry and dimensions. How we can change these parameters affect the results, and this one is one of the most interesting point according to me. Another aspect that I want to underline is that before this work that is a traditional near field far field model. Traditional means that the dimensions and the geometry of the near field and far field are the input of the user. Filippo and I, in the past, several years ago, published an article related to a near field, far field model for oxygen deficiency hazard, but in which the near field dimension is the output, because depends on a wanted concentration, a wanted level of oxygen inside the near field. And so the approaches can be customized and can be different. Okay. Well, thanks a lot. We have another question. Nous avons une autre question de M. Kevin Jean. Supposons qu'il y a une source de gaz dans une salle, une bonbonne d'hélium. Comment établit-on la variable de fuite potentielle? Donc, au niveau du débit, j'imagine. C'est au niveau. Okay, ouais, vas-y. En fait, c'est la grande question en modélisation. Le paramètre le plus important, c'est le taux de génération. Et dans ce cas-ci, c'est une fuite. Je vais revenir à l'exemple de mon cordonnier, OK? Puis ensuite, je vais passer au gaz. Imaginons qu'on veut savoir quel est le taux d'émission du toluène sur l'établi du cordonnier, sachant qu'il passe 3 bouteilles de colle par semaine, qu'il travaille 40 heures par semaine, ouais, okay? Puis qu'il y a 10% de toluène dans. Donc, on peut faire un bilan de masse et dire, durant 40 heures, il a évaporé tant de grammes de toluène, ramené 100 mg par minute, et là, on a notre taux de génération. Ouais. Avec un gaz, évidemment, si on se dit, il y a une fuite, et la fuite d'hélium on pense que ça ne peut pas être plus que tant de litres par seconde ou par minute. C'est sûr qu'il faut faire des scénarios. Mais, oui, effectivement. Puis ça, c'est pas évident. Tu y vas probablement avec la masse du gaz qui est entreposé à côté. Oui. Puis à la limite, combien de temps ça va prendre pour vider le cylindre ou le réservoir? Donc, on peut estimer un bilan de masse. Ce qu'on peut faire avec l'outil, c'est qu'on peut rentrer un taux de fuite, puis ensuite, on peut en rentrer un deuxième ou un troisième, ou un quatrième taux de fuite, puis voir jusqu'où ça peut aller, là, puis pendant combien de temps l'oxygène peut être, on peut être en situation dangereuse ou non. Je ne sais pas si mon ami Daniel Beaumenu est toujours présent. Daniel me posait une question hier sur l'utilisation des gaz liquéfiés. Okay. Donc, par exemple, il me contait l'histoire d'une personne qui transportait
un contenant d'azote liquide qui a tendance, malgré tout, à se dégazer, même si on n'y touche pas, là. Et cette personne-là devait le transporter dans un ascenseur. Et l'ascenseur a coincé pendant un certain temps. Donc, ce n'est pas une situation très... donc, on pourrait, si on connaît, si on fait une hypothèse sur le taux de dégazage, peut-être qu'on pourrait tout simplement faire un petit test volumétrique pour voir combien il s'échappe d'azote dans un volume d'un ascenseur pour voir que peut-être qu'on est en situation dangereuse. Oui, effectivement. Donc, vous voyez le genre de choses. Bon, écoute, j'ai une autre question de M. Kevin Jean. Est-ce que la déficience en oxygène peut devenir un enjeu même dans les salles bien ventilées? Donc, là, il parle de 15 à 20 changements d'air par heure. Des salles de 15 changements d'air à l'heure, j'en ai pas vu souvent dans ma vie, disons 10, 12. I don't know. I think that good ventilation systems in terms of flow rate, we can introduce in the model and see the level of the oxygen in the near field and in far field. Remember that the two zones are assumed well mixed. And so we neglect the possibility to a sort of stratification inside each zone. And so we can try to simulate this scenario and try to understand the result. Another point is that a good ventilation system can be interpreted, can mean in terms of reliability of the systems. And so we can introduce a particular constant in the characterization of the ventilation systems for capturing this aspect. In the tool, we simplified this aspect, and we assume that the proper reliability parameter of each ventilation system is already considered in the flow rate introduced by the user. I don't know if I completely well, it's a mass balance equation anyhow, so yeah. André? Oui. Si tu me donnes 40 secondes, vas-y. J'aimerais vous montrer comment un gaz dense se comporte. Vous savez, dans les émissions du matin aux États-Unis, on fait souvent des farces. Et ici, c'est le cas. Je vous fais écouter les 60 premières secondes d'une démonstration avec du SF6, de l'hexafluorure de soufre, juste pour vous montrer qu'un gaz peut être considéré un peu comme de l'eau puis agir pour noyer quelqu'un parce qu'un gaz dense peut sédimenter. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure de l'image. All right, so here's what's happening. There's a gas inside this tank. It's called sulfur hexafluoride. It's a super... Est-ce que vous entendez? Bon, ben, un peu, mais vas-y. Commente au fur et à mesure. Donc, ce que vous voyez, c'est comme un cube de plexiglas dans lequel on a mis de l'hexafluorure de soufre. Et il y a une plaque de plexiglas par-dessus. Et les animateurs vont s'amuser à respirer ce gaz-là pour que ça change leur voix. Mais ce n'est pas ça que je veux vous montrer. C'est l'effet de la densité sur le gaz lui-même qui demeure dans le volume.
It's boring. It's a it's odorless. So it's normally boring. But here, watch this. I'm going to slowly pull the lid off. Okay. So that should be perfect. Donc, le gaz est incolore et inodore. Yeah. All right, so let's see if it feels pretty good. So let's see if we can float the boat. Okay, ready? So here we go. Let's see if we can float the boat. Stay there, little guy. Tell me that's Et selon, selon le principe d'Archimède, on est capable de faire flotter une telle chose. Puis vous voyez que le gaz reste sédimenté à l'intérieur. Donc, c'est pas, le SF6, ce n'est pas un gaz inerte en tant que tel. C'est vrai que ça fait une belle démonstration. C'est la première fois que je vois ça. Mais ça En fait une hygiène belle du travail, démonstration. on a souvent eu des cas de déficience d'oxygène, souvent dans des sous-sols, quand il y a eu des fuites de SF6. C'est ce que je voulais vous montrer. Écoutez, c'est notre troisième présentation. Je désire remercier chaleureusement Daniel et Elena. Ça a été vraiment intéressant. C'est des applications qu'on se doit de connaître en santé et sécurité. Pour les participants, je vous invite à participer aux autres conférences à venir. Vous pouvez voir l'horaire de ces conférences-là sur le site d'Eventbrite dans le groupe AQHSST. Donc, il ne reste plus qu'à vous saluer, à vous remercier chaleureusement de votre participation pour la conférence d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié et nous vous invitons à faire suivre vos commentaires et suggestions. Encore une fois, merci Daniel. Grazie, Elena. Thank you.